Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Pia. Bonjour Faustine. Bienvenue dans le podcast Yes We Care et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Pia, on se connaît un peu, hein, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de travailler avec toi. Donc tu es actuellement EVP, donc Executive Vice President Human Resources chez Safran Landing System. Tu as un parcours qui force l'admiration. Tu as accompagné les transformations d'un groupe industriel mondialement reconnu qui est Safran, tout en portant très haut des convictions fortes sur la diversité, l'inclusion et le rôle stratégique des RH. Entre la France, le Mexique et l'international, tu as construit une vision du leadership où l'exigence technique se conjugue avec l'humanité. Tu n'hésites pas à rappeler que l'inclusion, ce n'est pas qu'une question de KPI, mais une conviction quotidienne et que les grands changements commencent souvent par de petits pas. Alors, Pia, si tu l'acceptes, moi, je serais ravie que tu nous partages en fait un peu ton parcours, puisque donc déjà tu n'es pas française à l'origine. Donc, comment on devient responsable RH à ce niveau-là chez Safran Landing System? Quel a été ton parcours? Est-ce que ça a toujours été une vocation pour toi les RH? Voilà, raconte-nous un peu comment tu es arrivée là. Par quoi je commence? Je vais commencer par la dernière partie et merci pour l'invitation, Faustine. Première chose que tu m'as dit, est-ce que c'était toujours en évidence l'RH? Non. Non, à la base, j'ai fait des études de psychologie. Donc, j'ai toujours dit, c'est que mes drives, moi, c'est l'humain. C'est la personne. J'ai choisi la psychologie parce que je pense que c'est très important de se connaître, de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, petit à petit, je me suis retrouvée à faire de l'RH. Ouais, c'est pas complètement déconnant en psychologie. C'est pas du tout déconnant. Ah non, mais pour moi, ils sont totalement intimement liés. Ça devrait être obligatoire presque. Je pense que oui. C'est tu as parlé de mes convictions, c'est une de mes convictions. Ouais. On devrait avoir plus de personnes qui font à la base de la psychologie pour travailler en RH. C'est clair. Donc, j'ai commencé comme ça. Et j'ai eu la chance de commencer au Mexique dans des boîtes internationales. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dès ma vie personnelle, grâce à mes parents, grâce à ma famille. J'ai toujours eu la chance d'être en contact avec des personnes de cultures très différentes. Et je suis arrivée un jour chez Safran Landing System, justement au Mexique, pour cette raison. Je venais d'une boîte allemande et quelqu'un m'a dit, il y a un groupe français qui arrive, est-ce que ça ne t'intéresse pas? Et je suis arrivée comme ça. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je viendrais vivre en France, même si je l'avais déjà fait en tant que fille au père quand j'étais jeune. Mais ce n'était pas du tout dans... Tu parlais déjà français? Je parlais déjà français quand j'ai commencé chez Safran. Pas la première fois que je suis venue en France. Ouais, d'accord. Mais oui, je parlais déjà français. Je pense que c'était une des choses qui a facilité un peu le fait que je me débrouille facilement dans les groupes. Et les choses se sont enchaînées. Franchement, les gens parfois me posent des questions. Qu'est-ce que je fais dans mon parcours? Rien. Je pense que la seule chose, c'est que je suis quelqu'un de curieux et je n'ai pas peur. Parfois, je suis un peu téméraire. Donc, j'y vais et c'est ça qui m'a amenée. Et les choses se sont enchaînées petit à petit. Je ne sais pas si je saurais dire qu'est-ce qui s'est passé. La seule chose, c'est que je me dis toujours, j'y vais. Et après, il y a quelqu'un qui me propose autre chose et j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai continué à grandir chez Safran. C'est une boîte que j'adore. J'ai eu énormément d'opportunités. J'ai énormément grandi au cours de ces années. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que j'ai saisi les opportunités qui sont arrivées. Et après avoir fait mon arrivée en 2016 chez Safran Electronics et Défense, j'ai appris plein de choses sur la culture française. Ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'était être de ce côté de la Terre. Et tu l'as dit, je me dis toujours, mon rôle, c'est comment créer des liens entre les uns et les autres. Je suis convaincue que parfois, on s'est dit, on est une boîte internationale, mais on ne se comprend pas trop. Et je me dis, si mon rôle sert à être un pont entre les uns et les autres, j'aurais tout réussi. Ensuite, j'ai passé 3 ans chez Safran en tant que responsable de la communauté RH. Donc, on a travaillé justement à comment créer une communauté globale entre toutes les gens de Safran à la fonction RH. Et il y a 2 ans, ils m'ont proposé de revenir chez Safran Landing System, que comme je dis toujours, c'est ma boîte de naissance et de cœur dans le groupe. Donc, j'étais ravie et très honorée d'avoir aujourd'hui l'opportunité d'être de retour
chez Safran Landing Systems. Ouais, c'est génial, hein. Bah, félicitations parce qu'on s'était pas revus depuis Bah oui, donc c'est oui, oui, ça super. passe vite. Oui. Ouais, c'est clair et moi, j'étais curieuse de savoir un peu les différences culturelles d'un point de vue managérial, justement, entre le Mexique et la France. Est-ce que ça a pas été un choc pour toi? Si. Si, c'est très différent et je pense qu'une des choses, plus que managériale, moi, j'ai toujours à l'équipe, je raconte toujours un peu une blague, mon arrivée en France, c'était un grand choc. J'étais un peu l'étranger total dans une organisation où il y avait 100% des Français. Je pense que la différence, ça vient un peu de l'approche qu'on a au monde. La France est un pays où l'égalité, l'ouverture, c'est très accepté. Le Mexique, il ne faut pas oublier, c'est un pays qui a été colonisé, donc ça laisse aussi des choses. C'est un pays qui est fantastique, on a énormément de choses, mais parfois on dit les choses un peu de manière plus cachée, plus ronde, etc. Donc, il y a des bonnes et des Ah, tu mauvaises trouves du que c'est côté. plus brusque qu'en France, la façon de dire les Ah oui, choses? pour moi, c'était un des premiers chocs. C'est rigolo parce que nous, on a le sentiment que c'est hyper alambiqué, tu vois? Qu'on ne dit pas les choses directement, que c'est un peu, tu vois? C'est une façon un Il y peu a cette déguisée quand contradiction. même. Tu sais, une des choses Ouais. que ça m'a passionnée depuis que je suis là, c'est justement d'aller plus loin dans les différences culturelles. Et la France est un pays qui a beaucoup de contradictions. Mmh. Donc, il y a ce côté, on dit tout, et la liberté d'expression, et la liberté de machin, mais quand même, on est très politiquement correct. On va faire Ouais. attention. Donc, selon les moments, mais je pense à des réunions. J'ai vécu des réunions en France qui sont très cash et des choses avec les équipes. J'ai tout vu, et sans rentrer dans la caricature, mais la communication est beaucoup plus frontale. Mmh. Si on parle de management au Mexique, soit tu vas trouver les anciennes méthodes un peu à la schlag, mais les gens, ils vont avoir plus de rondeur parfois. Donc, le management est très différent, très, très différent de ce point de vue. Et je dis toujours une chose, il n'y a pas une qui est parfaite. Aujourd'hui, je travaille avec 8 pays différents. Chacune a des choses intéressantes. Et moi, je trouve que c'est ça Mmh. qui est intéressant. Finalement, l'être humain est pareil partout. C'est comment comprendre un peu quel est son background et comment on s'adapte à ça. Et même au sein d'un pays, plus je dirais, je vieillis, plus j'acquiers de l'expérience, je me dis, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature parce qu'il y a des traits, des culturels, etc. Mais finalement, à la fin, ce qu'il faut comprendre, je reviens à ma base, qui est la psychologie, c'est comprendre l'être humain. C'est quoi les drivers et c'est ça. Mais pour revenir à ta question, oui, c'est différent. Mmh. C'est différent et il faut prendre le temps de comprendre un peu pourquoi on agit de la manière qu'on agit et pas rester dans la première impression. Ouais, donc enfin, tu as quand même un parti pris de t'adapter, oui, bon, tu t'adaptes à la culture, enfin, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir la relation à la hiérarchie, notamment. Tu vois, j'ai aucune idée, d'ailleurs, de comment ça fonctionne au Mexique, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu dans ton, 2e rôle, là, quand tu as été «animatrice», entre guillemets, enfin, tu devais gérer toute la communauté des RH, donc dans le monde. Donc en plus, tu pouvais savoir aussi ce que les RH racontaient des sujets à chaque fois des différents pays. Donc c'est ça qui m'intéresse un peu de savoir, est-ce que, tous les salariés sont les mêmes? Est-ce que, tu sais, on a le sentiment, Non, nous, d'avoir les Français, les pleurnichards, est-ce que moi, je suis non, assez intriguée, justement, à ce sujet-là. non, non, non. Je pense que là, c'est une des choses que pour moi, c'est une de mes grands apprentissages. J'adorais ce job-là parce que justement, plus tu connais, plus tu te rends compte qu'on ne connaît pas beaucoup sur les autres. Et on a toujours cette impression, les premières images de dire, bah, les Français, ils râlent. Et les Américains, ils disent toujours, c'est wonderful. Et les Ouais. Mexicains, ils rigolent toujours. On a un peu Oui, il y a des traits culturels différents. Et après, une des choses que pour moi, c'est indispensable, et je l'ai fait beaucoup dans mon rôle précédent, c'était de créer des espaces où on peut se raconter un peu comme on est. Et pourquoi. Mmh. Pourquoi on agit, je le dis toujours, le Mexique, c'est un pays où on travaille beaucoup d'heures par rapport à la France. On a des semaines de 42 à 48 heures, donc c'est quand même beaucoup plus. Et je dis, pourtant, les gens ne râlent pas beaucoup de travail. Peut-être parce qu'on a une approche à la vie qui est plus simple, plus léger. On n'attend pas les vacances, parce qu'on a beaucoup moins de vacances Mmh. qu'en France d'ailleurs. Mais c'est pas ni bien ni mal, c'est comme ça. Si je vois nos amis canadiens, pareil, ils sont des horaires de travail très respectueux parce que derrière, il y a la vie personnelle qui prend beaucoup de place. Donc, et quand tu comprends ça, tu peux comprendre pourquoi, si tu passes certaines bornes, ils vont réagir d'une manière ou d'une autre. Mmh. Si tu parles les anglais, pareil, c'est un sujet que j'adore. Parce que je travaille aujourd'hui dans une organisation internationale et tu l'as dit, maintenant je passe beaucoup par française. Mais les gens savent que je ne le suis pas. Donc, ils osent me dire des choses à moi parce qu'ils sentent que je vais Mmh. comprendre. Et je trouve qu'on pourrait tous faire ça si on a la capacité de comprendre pourquoi l'autre va fonctionner comme ça.
Les Ouais. rapports à la hiérarchie, tu parlais, est-ce que ça change? Oui, bien sûr. Dans chacun des pays, il y a des pays qui sont beaucoup plus hiérarchiques. Les pays comme les Anglais, les Canadiens, les Américains sont beaucoup moins hiérarchisés. Et parfois, ça peut être un choc si on vient d'une culture, on te dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et il ose me dire Ouais. ça ne se fait pas. Et pour moi, encore une fois, il n'y a pas de bien ni mal. Il faut, un, c'est comprendre. Après, il faut se donner des règles de fonctionnement. Parce que finalement, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris même avant de venir en France, dans ma boîte précédente, on était des Allemands, des Chinois, des Polonais, des Mexicains. Il n'y a pas une seule culture. Maintenant, une fois qu'on s'est compris, qu'est-ce qu'on sait donc comme règle de fonctionnement, justement, pour Mmh. pouvoir se comprendre? OK. Hyper intéressant et je trouve qu'il y a, aussi une sorte de un autre facteur clé de succès de ton histoire, de ce que tu es, c'est que tu es très singulière. En fait, tu es vraiment tu as l'air de te connaître et tu es comme tu es, en fait. Il y a pas 2 j'ai l'impression qu'il y a pas 2 Pia, quoi, Non. et moi, je me souviendrai toujours, en fait, je travaillais avec Aurélien, le vilain, donc qui était mon client à l'époque, chez Safran Électronique et Défense. J'espère qu'il m'en voudra pas de le partager ça, Non. mais il m'avait raconté, «Ah là là, j'ai une nouvelle boss, elle est incroyable, elle est tellement géniale, tellement solaire, elle veut faire plein de choses, je l'adore», tu sais? Le truc qui se dit pas souvent de dire: «Je suis fan de ma boss», en fait et je me disais: «Mais incroyable, enfin déjà waouh quoi», parce que c'est vrai quand on Merci. imagine alors déjà premier choc entre guillemets, 1 cliché, c'est tu te dis chez Safran, les gens ça va pas être des gens, complètement waouh, pas je vais tout casser, mais j'ai envie de faire des choses, on va s'éclater, voilà, c'est plus logique, très cartésienne, hein, donc il y avait quelque chose qui dénotait un peu. Je me disais: «C'est génial» et au-delà de ça, le quand je t'ai rencontré, je me suis dit: «Mais dis donc, c'est vrai que c'est génial parce qu'effectivement, tu es solaire, tu as pas peur d'être qui tu es et tu cherches pas à rentrer dans un moule» et j'ai l'impression que c'est un peu ça la clé du succès de savoir qui on est et de se respecter et d'assumer ça, en fait, parce que c'est pas toujours très bien vu d'être, très enthousiaste, enfin, en tout cas, en France, on aime bien quand ça sort pas trop, tu vois? Tu as dit plusieurs choses et j'étais en train de dire, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais un peu téméraire. Et c'est quelque chose, je vais faire le lien entre deux choses que je t'ai dit. Un, pourquoi je crois à la psychologie. À la première personne que je l'applique, c'est à moi. Et je l'ai dit les gens parfois, même quand j'ai commencé mes études, ils disaient, mais psychologie, pourquoi tu vas faire ça? Tu sais, il y a toujours un peu les clichés de c'est pour les gens qui ne vont pas bien. Moi, je trouve que c'est tout le contraire. Mieux on se connaît, mieux on se sent dans ce qu'on est et mieux on peut trouver sa place dans le monde. En général, je pense ça au travail, dans sa famille et dans la vie, avec les amis. Donc, c'est quelque chose dans lequel j'ai passé beaucoup des années, je continue à passer. Pour moi, c'est un chemin de vie, c'est pas un truc qui s'arrête. Et une fois que tu sais ça, moi, j'ai toujours dit, j'ai pas peur. Mmh. Je vais venir faire ce que je considère que pour moi est important. C'est que, et d'ailleurs, si je reviens à des choses très basiques sur moi, je vois mon rôle comme dire, aujourd'hui, ce que je fais, c'est d'essayer d'aider dans la mesure des possibles. Et je reste très humble parce que parfois on n'arrive pas à aider aux personnes à trouver sa place dans la vie grâce au travail. Le travail prend beaucoup de temps dans notre vie, donc autant que tu fasses quelque chose qui te remplit. Sinon, ce serait vraiment dommage. Je ne supporte pas que les gens se disent j'attends la retraite pour vivre. Ça me Mmh. semble le plus C'est déprimant triste, des ouais. concepts. J'attends l'été pour vivre. Euh, alors, pourquoi on ne vit pas tous les jours donc? Pour revenir à ça, je me dis, si je ne suis pas capable de montrer que ma théorie de dire tu peux apporter de l'impact en étant ce que tu es, bah, alors je ne suis pas à la place et j'irai à un autre endroit. Donc, dès le moment que j'ai assumé cette partie-là, je dis, bah, je n'ai pas peur. Si jamais ça ne se passe pas bien, ça veut dire que je n'étais pas dans la bonne place, bah, je serai ailleurs. Ailleurs. C'est pas grave. Et il y a peut-être quelque chose qui vient de ma culture, c'est que je le dis toujours, et ça me fait toujours, et je me permets de le dire encore une fois, parce qu'il y a tous les clichés. On se dit, bah, le Mexique, c'est un pays pauvre. Non, le pays, ce n'est pas un pays pauvre. C'est malheureusement un pays qui a beaucoup de corruption, qui manque d'éducation à un certain niveau, mais c'est un pays très riche. Et entre les choses que j'ai appris, c'est tu vois des gens survivre avec très peu. Et moi, j'ai toujours dit, je viens d'un pays que c'est comme ça. Tu ne meurs pas, tu n'as pas de travail, oui, tu vas passer des moments difficiles, mais tu vis. Et donc, moi, je me dis, on peut toujours trouver de nouvelles manières de faire des choses. Et franchement, je remercie parce que c'est quelque chose qui te donne une certaine liberté de décider de dire, je vais faire ce que je considère qui c'est bien, et tant que je suis alignée, pas. Et je suis convaincue que si les gens pourraient vivre ça, franchement, le monde serait beaucoup mieux. Mmh. Moi, je vois toutes les personnes pour lesquelles sont des rôles modèles pour moi ou que je considère, c'est des gens qui sont très bien dans ces baskets et qui créent à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour moi, c'est, encore une fois, tu parlais des clés de succès. Je dirais, c'est pas la mienne. C'est des personnes qui sont bien, c'est des personnes qui ont travaillé sur soi et qui savent très bien
quel est son rôle dans sa vie et ce qu'il veut apporter aux autres. Mmh. Et tu vois, je me mets à la place d'un un ou une RH qui écoute et je pense que ça a toujours été le «rêve de départ» entre guillemets, de chaque personne qui a choisi cette voie-là, de créer du lien, de travailler sur l'humain. Pour autant, aujourd'hui, c'est plutôt prouvé que les peut-être 80 du job d'un RH, c'est administratif. Donc qu'est-ce que tu conseillerais justement à des RH? Et comment on fait pour pas, baisser les bras aussi? Parce que tu vois, je pense qu'il y a on est tous passés par un moment avec plein d'idées, plein d'envies, machin et boum, tu vois, de se faire taper sur les doigts en disant: «Non mais attends, toi tu dois gérer là, les congés de chacun, les machins», enfin, les trucs chiants quoi. Donc comment on fait pour garder l'envie et comment on fait pour faire passer ces idées-là, pour prioriser l'humain justement dans un monde, enfin dans une entreprise qui est, très opérationnelle, très cartésienne quoi? Là, pareil, je vais te parler de quelques convictions que et je pense que c'est des choses que j'ai développées ces dernières années, un peu comme ma boussole. On vit dans un monde qui est complexe. Le monde est complexe, ça, on ne peut pas l'enlever. Il y a plein de choses qui se passent, ce n'est pas dans notre contrôle. Quand tu penses que tu as imaginé des choses, il y a des choses qui se passent. Et c'est tout le temps comme ça. Et je ne vais pas répéter tout ce qui s'est passé ces dernières années, mais on s'est vu, il n'y avait pas eu le Covid. Il y a eu une succession de grands Ouais. sujets qui se passent tout le temps. Ça, c'est à l'extérieur. Et en plus, on travaille dans des organisations qui sont grandes. Aujourd'hui, il y a 8000 personnes. Donc forcément, tous les jours, il y a des choses qui se passent avec des business très différents. Donc ça, pour moi, c'est ton terrain de jeu. Quand tu as ça et tu dois gérer tant des choses, pour moi, il y a deux, trois choses que je me dis tout le temps pour dire, si je veux passer du temps à des choses qui apportent de la valeur, un, il faut faire des choix. Deux, il faut simplifier. Je trouve qu'un des défauts des RH, c'est que j'ai eu la chance de faire une formation il y a 2 ans et franchement, j'ai rencontré des gens fantastiques. Il y a une qui a dit, et ça m'a marqué, parfois les RH, on fait des RHeries. On fait des trucs qui servent à RH, mais que les salariés lambda n'ont rien à faire de ça. Donc, je pense que parfois, il faut être honnête et dire, il y a des choses qui sont jolies à faire, mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Donc, pour moi, simplifier, c'est devenu un truc de dire, il faut simplifier, 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 et peut-être faire moins, mais mieux. Et il y a une troisième chose, et mon équipe, si jamais ils s'entendent ce que je suis en train de dire, ils vont rigoler, que c'est devenu mon obsession, qui est la frugalité. Je trouve que dans les organisations comme la nôtre, on a la chance d'être dans un groupe, et encore une fois, moi j'adore bosser chez Safran, c'est un groupe, c'est chez moi. Je me dis, on a la chance d'avoir, c'est un groupe qui va très bien. Donc, on a la tentation de faire plus grand parce que c'est mieux. Mais quand tu gardes une frugalité que tu as choisie, ça t'efforce à dire, OK, je pourrais faire plein de projets. Tu parlais des choses qui vont impacter les salariés, mais si je dois choisir une ou deux choses, je vais me restreindre de manière choisie pour faire une ou deux trucs que j'ai envie de faire en différence. C'est quoi? Quand tu fais des choses comme ça te force à faire plus. Parce que ce que je constate au cours des années, c'est quelque chose que ça fait pas beaucoup d'années que je l'ai pensé. Plus j'avance dans ma carrière, plus je l'ai pensé. Parfois, on lance plein de choses, mais on n'a pas le temps de finir. Parce qu'on a lancé un truc, il y a une guerre qui arrive, donc, recrutement, là, tu lances une autre chose et il y a un truc qui arrive. Donc, quand tu as moins de choses, mais tu le fais mieux, c'est là que tu peux commencer à toucher. Et parfois, ça aussi, je pense qu'il faut travailler l'ego un peu. Pas toutes les choses qu'on va faire sont super sexy, mais est-ce qu'on cherche que ce soit sexy ou qu'il ait de l'impact? Mmh. Et pour moi, j'arrête de mesurer les trucs, ça fait cling, cling. Si les gens, à la fin, sa vie s'améliore un petit peu, ça suffit. Et tu parlais au début des petits pas, que je me souviens, on avait déjà parlé il y a quelques années, ça, je continue à le croire. Je ne crois pas à grande révolution. D'ailleurs, j'ai un peu de mal maintenant, à chaque fois qu'on dit on va faire une transformation. On ne transforme rien. On est dans un monde qui est totalement, tout le temps en évolution, donc il y a des petits pas tout le temps. Et c'est ça qui nous intéresse, des petits pas. Et quand tu sais où tu vas aller, les petits pas, petit à petit, vont t'amener là-bas. Et tu as jamais eu besoin, tu vois, en fait, ce que je trouve difficile aussi dans ces sujets-là, sur ces sujets-là, c'est qu'on tu arrives avec un sujet soft et on te demande à chaque fois de ramener des KPI, des machins, de te dire, combien tu vas économiser pour réussir à avoir un budget pour faire un projet culturel, par exemple, qui clairement, à part arriver dans un open space et sentir, comment les gens vont, on sait bien que les chiffres valent pas grand-chose, en fait, jusque-là. Comment tu arrives à faire pousser tes idées, en fait? Je pense que c'est aussi une des choses que j'ai travaillé ces dernières années, c'est d'apprendre à mieux parler au business. Mmh. Finalement, on ne sait pas parce qu'on est en fonction soft qu'on ne doit pas comprendre comment ça fonctionne une organisation. Et là, pareil, c'est une de mes grosses obsessions des dernières années, c'est de dire, je me suis rendu compte justement dans mon poste précédent,
qu'une grande partie des équipes RH, et ce n'est pas la faute de personne, ils arrivent et on te dit, bah, tu vas recruter. Mais pourquoi faire? Où ils vont ces personnes, à quoi ils vont contribuer, etc. Ou tu parlais des projets, je vais te demander de travailler typiquement. L'engagement, c'est un classique, mais souvent on parle jamais de why. C'est quoi le why? Mais d'un point de vue business, justement pour dire, OK, si j'ai X problème, machin, moi la solution que je te propose, c'est pas simplement descendre les KPI, c'est de dire, je vais travailler sur ça parce que tu vas avoir des personnes qui vont être plus stables. Et alors, je vais pouvoir travailler sur la production, sur méthode de production, sur la qualité, sur... Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire. Et parfois, je trouve qu'encore une fois, entre les choses que j'ai appris et que, pareil, je dis tout le temps à nos jeunes RH, c'est intéressez-vous à comprendre le business. Ça va vous aider à parler de manière plus claire et plus précise. On n'a pas besoin d'être un expert en finance. Hein. On a besoin de comprendre ce que je fais, c'est quoi la valeur qu'il apporte. Et parfois, on aime bien, on le dit un peu flou. Je pense que mieux tu comprends pourquoi on t'a demandé de faire quelque chose. Un, tu peux adapter ta proposition avec ta propre vision. Et je pense qu'on a tous besoin de dire ça. OK, tu m'as demandé ça, mais moi, ma vision, c'est que je pourrais faire ça. Et deux, tu arrives à mieux justifier. Donc, je pense un peu à tous les projets qu'on a eus. Et quand je me regarde, il y a quelques années, je dis, j'aurais pu raconter les choses différemment. Aujourd'hui, je le fais de manière beaucoup plus simple parce que j'ai pris le temps de mieux comprendre ce que je vais proposer. Est-ce que c'est la priorité? Et je reviens à mes trois guidelines que je te disais, c'est si ce n'est pas quelque chose qui va apporter, peut-être que je vais me dire, bon, soit je l'échange, soit je le fais après, soit peut-être je peux l'adapter pour que ça apporte plus de valeur. Et quand tu prends les choses comme ça, c'est marrant, mais j'ai l'impression que tu gagnes de la crédibilité. Aujourd'hui, j'ai une super relation avec les directeurs financiers parce qu'ils savent que je m'intéresse. Je ne fais pas que des choses qui sont jolies. J'essaie de faire des choses aussi qui créent de la valeur de manière indirecte. Parfois, on ne va pas le comptabiliser. Et ça, c'est parfois, comme tu le disais, ce n'est pas toujours si simple de dire je fais un projet d'engagement et qu'est-ce qui va rapporter. Ouais. Et justement, est-ce que tu aurais des exemples, tu sais, de projets sur le papier qui seraient jamais passés et que tu as réussi à expérimenter, à lancer chez Safran? Écoute, franchement, il y a beaucoup de projets que je me dis, j'étais bien tombée parce que j'ai toujours trouvé des personnes en face de moi, bah, typiquement quand on a travaillé Non, mais c'est avec moi, toi. je me disais Je ça pense aussi. quand on a travaillé avec toi, parce que ça, c'est encore, j'étais en train de penser, il y a quoi, 8 ans, 7 ans, Ouais. 8 ans. À un moment, dans une organisation chez Safran Electronics et Défense, pareil, boîte que j'adore, quand je suis arrivée, c'était presque, franchement, c'était un de mes plus gros chocs. Je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il ne me comprend pas. Je me souviens de la première réunion que j'avais fait, en réunion de management, et il y avait 150 hommes en costume, 50 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et je me souviens quand on avait proposé ça, et Aurélien était aussi très audacieux parce que ce n'était pas un truc gagné, mais parler de la reconnaissance entre pairs dans une organisation qui est Ouais. plutôt Et hiérarchique. ça s'appelait, je sais pas si c'est sûr, mais ça s'appelait KIF à l'époque, Et hein, tu oui, sais. et kiff, oui, en plus. Tu On leur sais, j'ai disait, appris, bon, alors vous allez vous on envoyer va des kiffer. kiffs. Et tu sais que j'ai vu que quand même les choses changent parce qu'aujourd'hui tout le monde parle, mais à l'époque quand tu avais sorti ça, personne parlait de ça. Ouais. C'était toute une révolution. Et je me souviens, c'était bon, on va faire un petit test. Petit test, tu te souviens, ok, on commence. Et la première fois, elle disait, bah, et mine de rien, en parlant de la psychologie, tu disais tout à l'heure, une chose que j'ai découvert avec ce type de choses, c'est il suffit que tu touches quelque chose d'un ingénieur qui ne s'est jamais permis de se lâcher, qui ça le fait pour que tu l'embarques. Et je pense que c'est ça. Moi, ce projet, ce qui m'a marqué, c'est ça. C'est qu'il y avait des personnes que je n'avais jamais cru qui allaient être contentes de Ouais. recevoir une carte kiff. Et il avait tous collé dans Ouais, le mur. absolument. Mais en fait, tu serais surprise que moi, je trouve que dans mon expérience, l'industrie, c'est presque, enfin, tu vois, c'est des gens qui sont le plus ouverts presque au soft, enfin, à la RH, des choses comme ça, parce qu'ils ont l'humilité généralement de dire qu'ils n'y connaissent rien, Oui, tu vois, et que donc ils te voient plutôt comme une experte en te disant, bah, moi, c'est pas mon domaine, je comprends l'intérêt, oui. donc vas-y. Donc, Essaye. et voilà. Et comme en plus, c'est des ingénieurs, ils aiment bien tester des Tester. trucs, donc ils sont moins fermés presque que des boîtes de services qui, eux, sont dans une posture un peu de sachant et donc vont dire, ouais, non, nous, on fera pas comme ça. Enfin, donc vont moins tester des choses différentes, en fait. C'est assez marrant, je trouve. C'est pour ça que moi j'ai adoré bosser avec Safran parce que, et effectivement, on avait comme population que des ingénieurs hommes, machin, où on leur demandait de s'envoyer des kiffs et de le rédiger. Oui. Et de mettre un petit mot et après aller les donner, c'était quand même, Ouais. c'était un peu quand même Ouais. lunaire. Et quand tu penses, encore une fois, c'est entre les choses que j'adore, c'est que le projet, elle a été super. Et je me dis, c'était pas seulement ce qui a laissé à ce moment-là, c'est un peu les codes qui a cassé. Ouais.
Parce qu'après ça, une fois que tu as passé et que tu as dit au comité de direction, on va s'envoyer des petites cartes, machin. Vraiment, ça me paraît presque lunaire maintenant quand Ouais. tu le vois. Mais tu t'es dit, est-ce que ça va rester? Peut-être ça, aujourd'hui, peut-être ils ne le font plus, mais quand même, et on revient aux petits Mmh pas, mh. il y a quelque chose qui a évolué dans les Ouais, mindsets des ouais. personnes. Et aujourd'hui, ils peuvent faire des choses qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a eu ces petits trucs Ouais, de mais moi, dire, c'est pour ça que j'ai trouvé ça génial, en fait, bah, c'est Aurélien aussi qui oui, y a cru en premier. Enfin, ouais, et vous vous êtes donné les moyens, en fait. C'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette. Vous avez mis en place, les conditions de réussite et c'est généralement ce qui manque dans ce genre de projet, donc ça qui m'avait vraiment plu et moi, j'avais une autre question, plus relative, au rôle du manager. En fait, c'est une question tout haut, mais en gros, je me demande, est-ce que parfois la RH, elle empêche pas finalement le manager d'être un vrai manager parce qu'elle fait trop de choses pour lui, entre guillemets? oui. Tu vois, genre le recrutement, certaines décisions et en fait, c'est lui qui va l'avoir au quotidien et on lui reproche d'être trop opérationnel, mais on lui enlève un peu trop peut-être de RH finalement. Je pense qu'il y a une partie, comment je pourrais dire, des responsabilisations que tu as totalement Ouais. raison. Et je te parlais tout à l'heure d'ego, et encore une fois, j'adore ma fonction, je ne la critiquerai jamais. Mais et culturellement, ça c'est aussi une chose très culturelle, on s'est dit, les managers, il faut qu'on les protège parce qu'ils ne savent pas faire. Donc, je vais faire à sa place. Et là, c'est un des sujets dont on discute avec mon actuel boss. Et on disait, finalement, est-ce que l'idéal, ce ne serait pas de travailler en étant adulte-adulte? Mais Et c'est ça. l'RH n'est pas plus sachant qu'un manager. On parle de deux personnes qui ont des Mmh. rôles différents dans l'organisation. Ce qu'on peut se donner, c'est des conseils, de l'accompagnement et des guidelines et être là en Mmh. backup. Mais je pense que oui, effectivement, si on veut faire grandir des organisations plus matures, peut-être il faut qu'on travaille un peu notre posture vis-à-vis des managers. Et ça, à l'époque, je me souviens déjà quand on était chez Safran Electronics et Défense, je sais pourquoi la RH serait plus crédible sur le leadership qu'un manager, qu'un bon manager. Exactement. Il y a des gens brillantissimes qui ont déjà la sensibilité, qui sont super bonnes, et comme il y a des Mmh. RH qui doivent encore travailler leur posture. Et on revient à la Ouais, ouais. connaissance de soi. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est être un leader? Bah, c'est mener des hommes et des femmes, accompagner Ouais, ouais. la vie des personnes dans les quotidiens. Ça, je suis désolée, si tu ne te connais pas, c'est super difficile de le faire. Et c'est pas un métier qui te le donne, c'est Mmh. un peu le travail que tu fais dans la vie et ton expérience personnelle et la préparation que tu peux faire. Donc, évidemment, dans notre métier, il y a cet accompagnement, mais je pense que parfois, il faudrait qu'on change un peu notre posture et le regard à l'autre. On n'est pas dans une position de supérieur, c'est simplement on a cette capacité peut-être d'aller toucher des sujets et on peut faire un accompagnement qui est différent, plus responsabilisant, qui permet plus de développer cette relation adulte-adulte dans laquelle bah, ils vont faire des choses et nous on fera des choses, mais on ne va pas tout faire à sa place. Mmh. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a trop de RH justement aujourd'hui? Je dirais pas, je peux pas dire qu'on n'est pas de RH parce que je te parlais de frugalité et typiquement de mon équipe aujourd'hui, on a fait les choix et pour diverses raisons, c'est une équipe assez ligne, donc non, on n'est pas beaucoup. J'ai vu des organisations, non, il y a beaucoup. Parce que tu vois, enfin, moi, j'hallucine aujourd'hui, quand tu vas dans des organisations, tu as un responsable du programme leadership exec, un programme enfin, tu vois, une personne qui fait les graduates, une autre personne qui fait enfin, université. Enfin, tu te dis, mais comment ça, comment ça, Ça, par contre, bon, tu là, vois? pareil, je vais me permettre de dire des choses, c'est ce que je dis, c'est ma vision très personnelle. Sur des, je suis toujours dans les visions des organisations, j'aime bien les organisations où il n'y a pas trop de têtes. Je préfère quand il y a beaucoup de personnes qui vont aller faire des choses. Tu me disais qu'il y a beaucoup d'RH. Je pense que parfois, on a tendance un peu à saucissonner les responsabilités. Tu parlais de quelques Mm. rôles que pour moi, certains ont de la valeur, certains non. Et tu sais, on regarde, revenant au sujet culturel, je me souviens d'une des premières choses que j'ai découvert en France, c'était, je ne savais pas que le DVRH existait. Et pourtant, j'étais directrice de DVRH. Je me suis dit, mais c'est quoi DVRH? Développement RH à l'international, ça n'existe pas. C'est un concept qui Tu n'existe le fais pas. forcément, en fait, c'est ça? Tu le fais, mais Ouais. oui, c'est le recrutement, machin. Donc, et je pense que parfois, ce qui est un peu dangereux dans la RH, c'est de mixer les titres, ce qu'on met derrière les titres et ce qu'on va apporter à l'organisation. C'est ça qui est dangereux. C'est pas la quantité, c'est où est-ce qu'on met Mm. l'effort et le focus. Parce que finalement, je dis, plus tu crées des postes, les gens, ils ont besoin d'exister. Donc, Mm. si tu crées un poste qui s'appelle leadership et tu crées un poste qui s'appelle formation de leadership et tu crées un poste qui s'appelle développement de leadership, qui fait quoi? Plus tu choisis ça, Ouais, ouais. là, plus et tout le monde a besoin de faire des choses qui apportent de la valeur. Donc, moi, je pense que
j'aime bien quand les organisations sont simples et il y a une autre chose que j'y crois fermement, c'est il y a personne qui est capable de faire tout. J'adore les équipes qui travaillent ensemble et je crois beaucoup que dans une organisation, il y a personne qui est capable de faire ensemble, c'est un collectif et à la RH, c'est une des choses que parfois on n'est pas encore assez Mmh. bon. Travailler ensemble, on le dit à tous Ouais, absolument, et on revient à ouais. on est très bon pour dire: «Il faut travailler ensemble», mais est-ce qu'on le fait? Parce qu'il y a aucune des métiers RH qui, toute seule, servent à quelque chose. On crée une culture d'organisation quand il y a quelqu'un qui a la vision des relations sociales, mais qui les contraste avec la personne qui va faire Mmh. des DBRH et qui les contraste avec les RH opérationnels qui va le mettre en place et qui les Ouais, complètement. chacune à toute seule, ça ne veut rien dire. Et parfois, là, pour moi, s'il y avait un point où je peux être un peu critique, et j'essaye de travailler quand même au quotidien, c'est ça. C'est de dire, donnons des sens à tout. On n'est pas là pour faire des choses individuelles. Et c'est là où il peut avoir la confusion, est-ce qu'on est beaucoup ou pas beaucoup? Non, si on travaille ensemble aussi, si chacun Mmh. travaille de son côté. Et donc ça, c'était l'objet aussi de ta mission d'avant, c'est ça? De quand même, mettre en lien donc les RH des différents continents, enfin, partager les bonnes pratiques, les animer en fait, c'était ça? Il y avait plusieurs missions. La première, c'était déjà, et pareil, c'est marrant parce que le temps passe et aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais en 2020, quand Stéphane Dubois, notre DRH, venait d'arriver, une des premières missions qu'il y avait, c'était justement l'internationalisation des groupes. Et la fonction RH n'était pas du tout internationale. Tu avais les équipes en France et le reste du monde. Et le reste du monde, c'était le reste du Ouais, monde, peu ouais, importe d'accord. qui tu es. Et donc, c'était déjà de dire, bah, connaissons-nous. C'est qui cette communauté RH? C'est qui sont les personnes qui sont en Chine, en Singapour, en Asie, en machin? Donc, déjà, la première chose, c'était de se connaître pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que c'est la même chose faire de la RH en France qu'en Allemagne, qu'au Mmh. Brésil, donc, créer ce moment de partager. Parce que je dis pareil, on passe notre vie à réinventer des choses qui existent déjà. La communauté RH chez Safran, à l'époque, c'était 1800 personnes. Donc, entre 1800 personnes, il y a énormément d'idées qu'on peut partager. Donc, il n'y avait aucun espace pour partager ça. Et l'autre, c'était de le faire grandir. Parce qu'encore une fois, les gens ils disent c'est sympa. Ben, je disais c'est sympa, mais des personnes comme moi, il y en a beaucoup. Qui va s'occuper? Moi, j'ai toujours dit j'ai la chance d'avoir des boss fantastiques qui sont allés me chercher et grâce auxquels, pareil, ils ont beaucoup contribué au fait que je sois aujourd'hui ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher les prochains? Donc, Mmh. c'était aussi comment on va chercher les personnes et comment on crée cette dynamique de. On n'est pas des personnes isolées en faisant des trucs, on est une communauté qui construit la culture people chez Safran. Ouais, c'est super, c'est une très bonne idée. Et donc là, aujourd'hui, donc dans ton nouveau poste, est-ce que tu peux nous expliquer justement quels sont tes enjeux majeurs? Parce que il y a de gros nouveaux projets aussi, il me semble, chez vous, donc Chez Safran Landing System, bon, comme le nom le dit, c'est notre business, c'est les trains d'atterrissage. Donc, c'est un marché très intéressant. Et je dirais, on a la chance d'être dans une industrie qui, malgré tous les impacts qu'on peut avoir et par les choses qui se passent entre la guerre, les tarifs, machin, etc., beaucoup de choses qui impactent notre business, la tendance est très positive. Donc, on a beaucoup de travail pour les années à venir. Donc, si je devais décrire, on va dire, les gros challenges, c'est comme on accompagne nos équipes opérationnelles qui ont des situations très différentes. Il y a 4 différentes activités au sein des Safran Dynamics System dont les situations au quotidien ne sont pas les mêmes. Donc, comment on accompagne chacun dans ça, donc soit mmh. dans la croissance, soit dans l'adaptation, soit dans amener de nouvelles compétences. Comment on les accompagne aussi à travailler sur la performance. Et ça aussi, c'est une des choses qui pour moi est super important. On parle beaucoup des nouvelles façons de travailler. Pour moi, les nouvelles façons de travailler, c'est aussi de dire le monde du travail a beaucoup changé. Il y a des choses qu'on faisait il y a 20 ans, aujourd'hui, sont plus d'actualité parce que le monde va tellement vite que si je continue à travailler, typiquement les Mmh. modes projet, moi j'ai dit les modes projet, il faut le bannir. On lance un projet et quand le projet c'est fini, les résultats c'est plus d'actualité parce que les choses ont déjà changé. Donc comment on crée de nouvelles dynamiques de travail Mmh. avec plus d'agilité, des connexions entre les uns et les autres. Donc ça c'est une des nos missions. Dans le contexte actuel, il faut apprendre à s'adapter et comment on travaille aussi toute la performance. Et dans ça, dans la performance, tu as besoin d'avoir des gens qui sont stables, des gens qui ont les bonnes compétences. On a aussi beaucoup de challenges de transfert des compétences parce qu'on a des populations clés avec des compétences clés qui arrivent à la fin de leur carrière. Donc, Ouais. qui vont être les prochains? Sachant que, pareil, lors de ces dernières années, notre barycentre change. Donc, on a des compétences un peu partout. On a des gens au Canada, on a des gens en Malaisie, on a des gens. Donc, il faut qu'on arrive à les accompagner un peu partout. Donc,
Ouais, c'est une grosse, C'est très divers et varié. Si je devais dire un projet, bah, non, il y a une chose sur laquelle on travaille beaucoup chez Safran Landing System, qui est le résultat d'une merge qu'il y a eu il y a un peu plus de 10 ans entre trois sociétés. Il y a toujours cette notion de, on continue à voir l'histoire des trois organisations qui ont grandi en parallèle, si je peux dire, dont des initiatives, c'est comment on crée une One SLS, donc comment on crée vraiment de la cohésion entre les équipes, et pas seulement pour le fait de c'est sympa, c'est ouais, parce d'accord. qu'on est plus performant quand on est tous ensemble. Donc, c'est un peu les Non, grands. tu vois, c'est marrant parce que je t'écoutais, je me disais quand est-ce qu'elle aura jamais le temps en fait d'amener des sujets plus soft, tu Ah vois. bah, Et en fait, c'est marrant parce que tu le prends justement dès le départ, quoi. C'est il faut donc travailler la cohésion, leur manière, enfin, amener plus d'agilité. Donc c'est intéressant comme tu arrives à ne pas décorréler à chaque fois. je me dis, il faut jamais oublier, les gens font des choses hard beaucoup mieux si les soft travaillent. Mm. Tu vas faire des choses hyper compliquées, hyper performantes, etc. Si tu as confiance en tes collègues, si tu vas... Ouais, et tu sais, il y a une culture avec laquelle je n'étais pas du tout familière jusqu'au moment que je suis allée en France, c'est toute la partie militaire. Et ça, c'est une des choses que j'adore de la culture militaire, c'est finalement, tu fais confiance à tes collègues, tu vas à la guerre avec des personnes que tu as confiance en ça. Et tu vas faire des trucs très durs, mais avec des personnes que tu as travaillé ça dans. Les softs et dans les cœurs. Si tu ne travailles pas ça, le reste, OK, bah, toutes les boîtes ont fait des trucs mm. hard. Après, les communs, pour moi, c'est aussi une chose qu'il ne faut jamais oublier. Donc tu vas être capable d'amener des formations qui sont Ah un peu bah, plus voilà, soft leadership, hein, adaptabilité, créativité, des choses comme ça. Ouais, c'est hyper intéressant. On va arriver plus sur toi. Enfin, on va clôturer un peu sur toi. Moi, j'ai vu que tu t'étais lancé dans un master Sciences Po, alors que bon, vraiment, tu n'as rien d'autre à faire en ce moment. oui. Puis en plus, tu as 3 filles à la maison. Enfin, comment tu as géré ça? Pourquoi aussi tu t'es lancé là-dedans? Enfin, comment... Je vais te partager ça. C'était une des choses, quand je suis arrivée chez SCD, chez Safran Electronics et Défense, il y avait des personnes qui me disaient, mais tu comprends pas parce que tu n'as pas fait tes études en France. Et à force Ah. d'entendre ça, bah, à un moment, forcément, je disais, bon, peut-être que vraiment, je ne comprends pas parce qu'il il doit être tellement différent que bah, j'ai besoin de comprendre. Donc, petit à petit, je me suis dit, ça serait pas mal qu'un jour, bah, j'y aille. J'aime pas. Je me dis toujours que je suis une testeuse de digital, de toute l'expérience. Je dis, j'aime pas que les gens me racontent, j'aime bien tester. Et j'avais trouvé cette master, et c'était quand j'étais dans mon job précédent, c'est un job très prenant, mais c'était aussi intéressant que j'aie la Ouais. capacité d'amener des choses nouvelles. Je me suis dit, bah, Parce que pourquoi c'était pas? sur quoi exactement? RH. RH, d'accord, Bah, OK. pour mon RH. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu vas te former si ça fait 20 ans Ouais. que tu travailles? Bah, j'ai envie de voir, est-ce que c'est vraiment différent? Et c'est comme ça que je me suis lancée à ça. Et je disais au début, je discute beaucoup, je fais des super amis. Donc, je dis, au-delà de toutes les choses que j'ai apprises, j'ai adoré l'expérience, la formation, les gens que j'ai rencontrés, les profs, les collègues. Je fais des super amis, mais je me suis dit, j'ai surtout compris qu'on fait la même chose, mais on ne la raconte pas de la même manière. Mmh. Donc, et le rapport à l'école, je dis pareil, j'ai adoré. Je comprends maintenant beaucoup plus de filles, c'est très culturel, mais je dis, je comprends aussi même la manière d'agir au travail. C'est très lié à la manière dont on est élevé à l'école. Mmh. Cette façon de se mettre en pression, je disais, moi, je fais mes études et je me suis toujours bien sortie, je peux dire, de manière très, très simple, mais je n'avais jamais été stressée. Bah, j'ai dit à 46 ans, j'étais traumatisée parce que je devais préparer une mémoire et tout le monde te met une pression de folie. Donc. Mais encore une fois, j'ai trouvé ça très enrichissant et encore une fois, ça m'a permis un peu d'élargir ma vision. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris des choses, en tout cas, de la culture que je n'avais pas réussi à toucher. Donc, OK, franchement, si c'était à refaire, je dis c'est toujours que je marrant. les referais. Et alors du coup, juste sur la partie, sur le fond, sur le RH, tu as appris quoi de nouveau? Enfin, parce qu'il y a des choses, qui t'ont un peu enfin, je sais pas, qui t'ont élargi, enfin, tu as découvert des trucs ou? J'ai découvert, je pense que j'ai beaucoup travaillé ma vision de la RH. Est-ce que j'ai découvert des choses? Mais bien sûr que j'ai appris plein de choses. Ce serait un peu présomptueux de dire que je ne savais pas tout, mais c'est une formation Oui, non, mais généraliste. tu as rien appris de trucs J'ai nouveaux, beaucoup incroyables, quoi, travaillé enfin. sur la vision tu parlais au début, c'est marrant parce que si je te disais les sujets de mon mémoire, c'était justement l'impact d'une culture diverse et avec OK. cette vision sur l'international, sur les performances d'une organisation. Et derrière, tu pourrais te dire, dès qu'on dit performance, on s'imagine que c'est hard. Mais encore une fois, performance pour moi, c'est pas dans le sens de, OK, on produit de l'argent effectivement non effectif, mais aussi
qu'est-ce qu'on crée comme un collectif? Quel est l'impact qu'on a dans la société quand les personnes s'entendent mieux? Et c'est marrant parce que je dis, il y a une chose que je peux dire, et je le dis tous les jours à l'équipe, tout le travail que je fais là, c'est la roadmap que je trace tous les jours chez Ouais, je SLS. vois. Donc, pour moi, c'était un moment un peu de prise de hauteur et des rencontres magnifiques. Encore une fois, j'ai rencontré vraiment énormément de personnes et que je garde contact maintenant tout le temps. Et ça m'a permis aussi un peu d'élargir ma vision sur pas mal de choses. Trop bien. Et alors quelques dernières questions un peu typiques, on va dire, du podcast. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? Je vais te dire, le pire conseil, ça a beaucoup à voir avec le fait de ne pas être soi. Je me souviens quand je suis arrivée en France, on m'a dit, en France, on n'exprime pas ses émotions. Ne pleure pas, ne fais pas, machin. Je pense que les premières années ont été très difficiles pour moi pour ça. Et ce que j'ai appris, c'est de dire, je pense que les conseils étaient bienveillants, pas bien exprimés. C'est apprends à dire les choses dans la bonne manière. Parce que c'est pas ne pas exprimer tes émotions, ne sois pas toi, c'est faut être toi tout en sachant s'adapter à la situation. Mais pour moi, franchement, je pense que ça a été très dur parce que j'ai très mal Mmh. vécu ces périodes-là, jusqu'au moment que j'ai assumé que malgré tout, j'allais les faire. Ouais, je comprends. Et à l'inverse, du coup, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Je pense à la personnes qui m'a recrutée pour Safran. Il m'a dit toujours, te pose pas de questions. Les pouvoirs, elle disait toujours, les pouvoirs se donnent pas, ça se prend. Et pour moi, c'était pas une question de pouvoir, c'est-à-dire faut que tu sois toujours prêt pour les opportunités. Et franchement, c'est quelqu'un que je l'ai dit toujours, et pareil, s'il écoute, je dis, je vais aller te voir pour que tu me dises que c'est quoi la suite de ma vie. Il était très visionnaire quand je venais de me recruter. Il m'a dit un jour, tu vas devoir quitter le Mexique, tu vas partir. Il y a 15 ans qu'il m'a dit ça. Bon, je dis, ok, si tu le dis. Génial. Mais c'était, derrière ce message, c'était dire, n'aie pas peur. Vas-y. Et il le disait souvent. Déjà, elle m'a recruté. La première chose qu'il m'a dit, elle m'a dit, tu es très jeune pour les postes, mais on ne va pas le dire à personne. Tu ne diras jamais ton âge. Vas-y. Et il y a ce message de dire, bah, tu n'as rien à perdre. Vraiment, tu n'as rien à perdre. Donc, vas-y. Et franchement, à chaque fois que quelque chose, je parle beaucoup de lui parce que ça m'a marqué et ça m'accompagne tous les jours. Je dis, mais il n'y Ouais, a c'est rien de un bon mauvais qui peut se conseil, passer. surtout pour une femme. Ben oui. Et est-ce que tu as une sorte de philosophie de vie, une citation qui t'a marqué, quelque chose qui te motive au quotidien, Bah, je pense que c'est très lié avec cette vision. Pour moi, il n'y a pas de limite. Bah, franchement, et je me l'ai dit. Sky is the limit, quoi. Oui, et dans le sens que je me dis, si un jour, et je pense, il s'appelle Claude. Claude, quand il m'a dit, bah, un jour tu iras en France, je sais, bah, écoute, franchement, quand il me l'a dit, je dis, bah, c'est sympa qu'il me dise ça, mais je ne vois pas pourquoi. Et je le disais, on continue à avoir une bonne relation. Maintenant, il est à la retraite, mais on se voit. Je disais, franchement, quand tu me l'as dit, je dis, il rêve quand même. Et quand je me vois aujourd'hui, je dis, je fais beaucoup plus de ce que j'avais imaginé. Donc, je me dis, si je imaginais que la vie est comme ça veut dire que je peux faire beaucoup plus de choses. Donc, pour moi, il y a qui dit que c'est pas possible. Mmh. Et franchement, c'est une chose que je dis beaucoup, mais c'est qui dit qu'on peut pas? C'est vous qui vous mettez des limites. Il n'y a pas, et tu l'as dit, sky is the limit. Trop bien. Et dernière chose, est-ce que tu connais quelqu'un que tu admires, et que je pourrais inviter ici, qui aurait sa place, à ce fauteuil-là? Ah, je connais plein de personnes que tu pourrais inviter. Non, mais je pense à des personnes qui m'ont marqué, et peut-être tu les connais déjà, mais des personnes qui m'ont beaucoup marqué dans ma formation. Bah, mon directeur des masters, qui est Michel Baravel, je ne sais pas si tu le connais. Non. Topissime. Michel, c'est une des raisons pour laquelle je fais Sciences Po, parce que je l'avais rencontré un jour sur une conférence en parlant justement de la vision RH OK. et il est vraiment top. Il y a une autre personne on a créé un lien qui est Jérémy Lamry. Ouais. Jérémy, pareil, c'est entre les personnes. C'est marrant parce que Jérémy est venu nous présenter un sujet qui était toujours l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Mais il y a une vision, c'est une des personnes qui m'a aidé un peu à trouver ma vision RH. Je les trouve super. Et entre les RH que je connais, écoute, je n'ai plusieurs, je te passerai une petite liste. Ouais, Parce qu'il carrément. y a quand même, entre mes collègues, il y a des gens que je trouve vraiment super et que sûrement chacun a des vues différentes qui pourront apporter des choses. OK, bah, parfait. Ça me va aussi, une petite liste après. Bon, un grand merci Pia, hein, pour tout ça, pour ce partage, c'était trop chouette, j'étais ravie de te retrouver aussi Bah, et merci. c'était Toujours un passionnant. plaisir. J'ai l'impression que le temps n'est pas passé. Mais Et oui, pour toi? absolument, j'espère que pour ceux qui nous écoutent, c'est pareil. Bah, écoute, je te dis à bientôt, j'espère et plein de bonnes choses pour la suite de ta carrière, en
Peut-être que dans 10 ans, On se revoit. on se reverra et tu me dis, tu seras devenue patronne monde, je sais pas. Je te souhaite plein de belles choses en tout cas et merci encore pour ton partage. Merci à toi. Ciao. Ciao. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.